C'est avec plaisir que nous aimerions partager avec vous les réactions et les sentiments que cette lecture nous inspire. Notre intervention ne visera pas tant à commenter les mesures de conservation mises de l'avant dans ce plan qu'à souligner la fragilité des moyens associés à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine unique que constitue notre arrondissement historique. Quelques mots d'abord afin de situer le contexte de notre intervention. Au moment où le ministre de la Culture et des Communications consulte la population en vue de l'adoption d'un plan de conservation du site patrimonial de Trois-Rivières, un élément majeur de ce site est en voie d'être cédé à de nouveaux propriétaires. En effet, en raison de la diminution progressive du nombre de ses membres, notre communauté prévoit se départir d'ici quelques années de la partie la plus significative de son patrimoine historique, soit la partie donnant directement sur la rue des Ursulines et abritant notamment la chapelle, le musée des Ursulines et la crypte où reposent plus de 300 sépultures. Notre communauté, les Ursulines, est présente au cœur du site patrimonial de Trois-Rivières depuis 1697. Elles habitent le monastère actuel depuis 1700. Cet immeuble, 2 fois reconstruit et plusieurs fois agrandi, fut à la fois un monastère, une école, un pensionnat et un hôpital. Jusqu'en 1886, il fut le seul hôpital de Trois-Rivières. Le monastère constitue aujourd'hui un joyau du site patrimonial et son plus important point de repère. Étant aussi intimement lié à l'histoire de Trois-Rivières et à sa population, notre communauté souhaite léguer cet immeuble à la collectivité pour un usage public associé à l'éducation, à la culture, aux arts, à l'histoire et au patrimoine. Un comité composé d'Ursulines et de représentants de la ville de Trois-Rivières et du bureau régional du ministère œuvre depuis 3 ans, avec l'aide d'un chargé de projet, à préciser la vocation future de l'immeuble. Il est également à définir l'entité qui en deviendrait propriétaire, puisque et la ville et le ministère ont signifié leur intention de ne pas se porter acquéreur du bâtiment. La vente au secteur privé est aussi exclue par nous pour l'instant. Depuis toujours, nous prenons un soin jaloux de notre monastère. Le défi qui s'offre à nos successeurs sera d'assurer la viabilité à long terme d'un projet qui permettra la préservation et la mise en valeur de ce précieux patrimoine. Diverses hypothèses sont à l'étude, mais une chose apparaît certaine cependant. Ce projet ne pourra se réaliser sans un appui important des partenaires publics que sont le ministère de la Culture et des Communications et la ville de Trois-Rivières. Pour ce qui est des orientations proposées par le plan, celles visant la conservation sont similaires aux mesures auxquelles nous sommes déjà soumises. Elles ne semblent pas poser de problème majeur. En ce qui concerne les orientations relatives à la mise en valeur et à la transmission de ce patrimoine, l'occasion de la cession du monastère nous semble un moment bien choisi pour réévaluer les mesures de mise en valeur et de transmission et, si possible, pour renforcer les moyens financiers et autres mis à la disposition des propriétaires pour en assurer la responsabilité. Nous souhaitons aussi que nos héritiers puissent compter sur un soutien approprié de la part des pouvoirs publics afin que le monastère continue de jouer un rôle déterminant au cœur de l'arrondissement historique. Les activités liées au développement du site Trois-Rivières sur Saint-Laurent auront un impact important sur le site patrimonial, tant
à cause de l'achalandage touristique accru que de l'altération possible du paysage de l'arrondissement historique. Afin d'atténuer ces effets et de protéger le caractère du site, il y aurait lieu, à notre avis, d'actualiser le périmètre du site patrimonial qui pourrait inclure notamment le cimetière des Ursulines, ainsi que la maison de Pierre et le pensionnat à Tourelle appartenant au Collège Marie de l'Incarnation. De créer une zone tampon autour de l'arrondissement historique afin de préserver le caractère du site et laisser le meilleur accès possible aux points de repère que sont le dôme et le clocheton du monastère. De préserver à tout prix l'accès au fleuve, tant visuel que physique. Nous comprenons que le plan proposé vise d'abord à préciser l'aspect technique des mesures de conservation et de mise en valeur du patrimoine, mais il est aussi permis de se demander que vaudront ces normes et ces directives si les organismes et les individus qui en ont la charge n'ont pas les moyens de les appliquer. Nous serions heureuses que le Conseil sensibilise le ministre quant aux enjeux reliés à la cession du monastère des Ursulines de Trois-Rivières dans le cadre de la mise en valeur du site patrimonial de Trois-Rivières. Je vous remercie de votre attention. La parole est au comité d'audition. Tout d'abord, je voudrais bien sûr vous remercier, Sœur Isabelle, de votre intervention ce soir, mais je saisis l'occasion en mon nom, au nom de mes collègues, puis au nom, je pense même pouvoir m'adresser au nom du ministre, vous remercier de ce que vous avez fait depuis plus de 300 ans pour protéger et mettre en valeur ce patrimoine exceptionnel. Je pense qu'il faut que ce soit dit. Merci. Là-dessus, je ne sais pas si mes collègues ont des questions. Moi, j'en aurais quelques-unes. Allez-y, Madame. Peut-être une question, Sœur Isabelle. Au début de votre intervention, vous avez parlé de la fragilité des moyens qui sont à la disposition des organismes ou des institutions comme la vôtre pour mettre en valeur des bâtiments à l'intérieur du site patrimonial. J'imagine que vous parlez de l'aspect financier, entre autres choses. Est-ce que vous pourriez préciser un peu? C'est sûr qu'en parlant de ça, je pensais à nos successeurs parce que nous, pour l'entretien, on sait ce qu'on est obligé de mettre. Mm-hmm. C'est évident qu'on a des subventions pour 70% des coûts, oui, pour certaines restaurations, mais c'est très coûteux. Alors nous, on dit, on l'a entretenu, mais les futurs propriétaires, est-ce qu'ils seront en mesure, avec les exigences demandées, de suffire? Oui. D'accord, je comprends mieux. Merci. Oui, alors moi aussi j'aurais une question de précision. En fait, on a compris que l'évolution du monastère et les changements d'usage qui vont possiblement se produire, le plan de conservation et les pouvoirs du ministère à ce chapitre ne touchent pas évidemment l'usage et les changements d'usage. On en a parlé tout à l'heure. Maintenant, est-ce que vous pensez que les orientations du plan sont un bon guide, sont de bonnes balises dans l'éventualité où on a justement à faire des modifications ou à changer au fond certaines caractéristiques ou certaines composantes du bâtiment pour l'adapter à de nouvelles fonctions? Est-ce que, selon vous, ce sont des bons paramètres? Moi, je pense que c'est un patrimoine assez important pour qu'il y ait des balises quelconques pour garder le caractère du bâtiment. Oui, bien sûr. Les éléments qui sont dans le plan de conservation, au plan technique, je pense sont un guide intéressant pour l'avenir de ce bâtiment-là, de ce patrimoine-là. Et la question qu'évoque Sœur Yvette Isabelle en parlant des héritiers, c'est que si, pour l'instant,
un transfert. Si c'était un transfert à une autre propriété, un autre propriétaire privé qui en fait ce que bon lui semble, c'est une chose. Mais l'intention de la communauté n'est pas celle-là pour l'instant. En cédant à la population ou à un usage public, ça implique que ce n'est pas éventuellement une propriété privée au sens d'un développement privé, mais qu'il faut s'attendre à ce que ce soit une entité, soit une corporation sans but lucratif ou une fiducie ou un organisme de ce genre qui devienne propriétaire de cet immeuble-là. Et on se pose la question, bien sûr, quel est l'intérêt des personnes qui accepteront de prendre des responsabilités au sein de cet organisme-là s'il n'y a pas un support important des pouvoirs publics pour les soutenir dans cette démarche-là. On peut bien rêver au mécénat et à différentes formes de financement, mais c'est certain qu'au-delà même des programmes du ministère, il devrait y avoir de la part des pouvoirs publics, de la ville et des gouvernements, une préoccupation importante pour cette phase de transition, parce que comme vous l'évoquiez, ça fait appel à un changement d'usage avec des normes qui ne sont plus celles d'une résidence que les religieuses ont occupées depuis des années. Est-ce qu'il y a effectivement des projets concrets à l'horizon? Il n'y a pas de projet concret dont on peut parler. Tout est à ce moment-ci à l'état d'hypothèse parce que même un scénario d'occupation du bâtiment n'est pas définitivement arrêté. Un élément qui je pense qui surprendra personne, c'est compte tenu du fait que les Ursulines ont occupé ce bâtiment-là pendant 300 ans, il y a bien sûr un souhait d'essayer de préserver la mémoire de la contribution des Ursulines au développement de Trois-Rivières et de la région et tout ça, qui soit évoqué dans la mise en valeur de ce bâtiment-là. Mais encore là, on sait ce qu'il en est des musées et des centres d'interprétation quant à la capacité d'accéder à un financement correct pour leurs activités. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas des conclusions et des ententes et des certitudes de ce côté-là, c'est difficile d'aller plus loin dans les scénarios et dans les... Mais ce à quoi on tient beaucoup, c'est d'assurer un avenir qui va refléter la mission et la mémoire des Ursulines. Donc, on sait que c'est un haut lieu patrimonial et puis que quand on ne sera plus là, on veut que ça demeure une richesse à partager, mais dans la ligne de la cohérence, aux valeurs qui ont toujours été rattachées à notre mission à Trois-Rivières. Et ça, selon vous, c'est totalement incompatible, totalement ou partiellement, ou incompatible avec une vente au privé, éventuellement? Ben nous, c'est pas ça qu'on envisage. Non, c'est ça. Pour cette raison-là. Ouais. J'aimerais revenir, si vous me permettez, sur une question un petit peu différente, mais que vous avez évoquée très rapidement, mais c'est pas la première fois qu'une telle idée circule. Vous avez parlé de la création d'une zone tampon autour du site patrimonial. Pouvez-vous développer un petit peu davantage votre idée là-dessus? C'est qu'on sait qu'on a le jardin des Ursulines en avant de chez nous. Alors, faut que ça soit protégé de façon à ce qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne obstruer la vue par rapport au fleuve. Une zone tampon serait Protection. une zone protégée, légalement protégée, c'est ce que vous voulez dire. Oui, il pourrait y avoir, par exemple, des contraintes quant au développement immobilier, entre autres autour du site patrimonial, de manière justement à préserver, comme on l'évoquait dans le plan de conservation, les points de vue, les accès, les points de vue par rapport au dôme, par rapport à tout ce qui touche l'arrondissement historique, de manière à ce que l'arrondissement ne soit pas enclavé éventuellement dans des complexes immobiliers, dans des structures en hauteur, des choses comme ça. C'est beaucoup le visuel qui est mis de l'avant pour ne pas obstruer la vue. Mais le plan de conservation tel qu'il est présenté actuellement ne vous semblerait pas suffisant pour pour assurer cette protection-là? Ben, probablement que oui, mais c'est pour vous dire qu'on est en accord avec ça.
petite question. Vous avez parlé de l'importance de réévaluer les orientations concernant justement la mise en valeur. Est-ce que vous avez un exemple un peu plus précis où ça touchait vraiment le renforcement de l'aide financière? C'était un des aspects très importants pour nous. C'est parce que ça ne touchait pas les orientations qui touchaient la mise en valeur dans le plan de conservation? Non. OK. Ça va? Ben, Sœur merci. Isabelle, Monsieur Vachon, merci. J'appellerai Monsieur Régent Lemay du Collège de l'Incarnation de Trois-Rivières. Et en passant, si des gens ont des documents PowerPoint à nous proposer, peut-être faire affaire ici avec notre préposé. La voici. Alors, voilà. Bonsoir, Monsieur Lemay. Monsieur le Président, membre du Conseil du patrimoine. Mon nom est Jean Lemay, je suis directeur général du Collège Marie de l'Incarnation de Trois-Rivières. Le Collège se targue d'être le légataire de l'œuvre des Ursulines au chapitre du projet éducatif au niveau de l'éducation. Je vais vous présenter qui est le Collège Marie de l'Incarnation un peu plus tard et vous dire de quoi est constitué le patrimoine du Collège. Notre présentation vise essentiellement les limites du site patrimonial déclaré. Donc, je vais être dans la continuité des interventions qui ont eu lieu ce soir. J'ajouterais qu'il y a un projet important qui nous fait réfléchir actuellement, qui est un beau projet par ailleurs, qui s'appelle Trois-Rivières sur le Saint-Laurent et qui vise à aménager un des plus beaux sites de Trois-Rivières au confluent du fleuve et de la rivière Saint-Maurice. Donc, il y a actuellement des constructions qui se font là, des planifications qui sont déjà faites et il y aura sûrement de la spéculation dans les prochaines années qui fait en sorte que notre intervention ce soir vient tenter de protéger des édifices qui actuellement ne le sont pas. Alors, dans ma présentation, je vais prendre quelques minutes pour présenter les édifices qui sont la propriété du collège et qui ont été cédés au collège par le monastère des Ursulines. Alors, ma présentation s'intitule « L'héritage des Ursulines ». Je vais allumer mon bidule. Voilà, alors le plan de présentation, je vais vous présenter qui est le collège, l'héritage immobilier des Ursulines, 4 édifices, le pensionnat de Pierre, construit en 1836, le pensionnat Tourelle, 1870. Il y a une erreur ici, pardon, c'est 1882. Dans les acétates successifs, vous allez voir que ça a été corrigé. L'école normale, 1908, et l'aile du secondaire, 1962. Par la suite, je ferai une intervention rapide sur le site du patrimonial de 1964, la valeur patrimoniale du CMI et les demandes du Collège Marie de l'Incarnation. Le Collège Marie de l'Incarnation est une corporation à but non lucratif. C'est un collège qui est la propriété d'une corporation laïque depuis 1996, depuis qu'il y a eu une relève institutionnelle. C'est un collège qui est reconnu d'intérêt public par le ministère de l'Éducation, pour lequel on détient 3 permis, un pour le préscolaire, un pour le primaire et un autre pour le secondaire. Et nous détenons des agréments de financement pour chacun de ces permis-là. Nous offrons un seul programme de formation, qui est le programme de formation de l'École québécoise, sur lequel on applique le programme d'éducation internationale. Donc, du préscolaire jusqu'à la 5e secondaire, le collège offre le programme d'éducation internationale. Nous sommes actuellement au Québec le seul collège à offrir ce programme-là du préscolaire à la fin du secondaire. Nous sommes évidemment enregistrés en fonction de la 3e partie de la loi des compagnies. Le CMI accueille 800 élèves du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire et 4 maisons constituent notre patrimoine bâti. On a ici une maquette qui a été faite en 1876 par une Ursuline. Ce qu'on peut voir ici, on voit à l'avant qui est ce qu'on appelle les édifices blancs qui sont toujours la propriété des Ursulines. Et on a ici le pensionnat de Pierre.
qu'on voit maintenant beaucoup moins de la rue des Ursulines parce qu'il y a l'aile Saint-Joseph qui a été construit un peu plus tard que le pensionnat de Pierre, que je vais vous présenter un peu plus en détail. On a ici un plan des édifices du monastère. Plus c'est foncé, plus ça a été construit tôt dans l'histoire, plus c'est pâle, plus ça a été construit tard dans l'histoire. Donc, actuellement, la propriété du collège, c'est le pensionnat de Pierre, la maison de Pierre, le pensionnat à Tourelle, l'école normale et l'aile du secondaire. L'aile du secondaire étant la dernière construction que les Ursulines ont fait avant la session de 1996. C'est en 1935 que le pensionnat du Sacré-Cœur est devenu officiellement le Collège Marie de l'Incarnation. Bien que les Ursulines aient fait œuvre d'éducation depuis leur arrivée en 1697, le nom formel du Collège Marie de l'Incarnation est apparu en 1935. Il est apparu en 1935 à la suite de l'expansion du pensionnat de Pierre, qui est un édifice qui a été construit en 1836, et qui est l'œuvre de l'abbé François-Xavier Noiseux. Une des particularités, c'est que chacune de ces maisons-là traduit non seulement une histoire des Ursulines à Trois-Rivières, mais s'inscrit également dans l'histoire du Québec. Monseigneur Noiseux est un homme de Québec qui a amorcé son apostolat dans la région de Chambly. C'était un homme d'affaires important dans la région de Chambly jusqu'à ce qu'il soit nommé à Trois-Rivières. À cette époque-là, il n'y avait pas d'évêché à Trois-Rivières, donc il n'y avait pas d'évêque à Trois-Rivières. Par contre, Monseigneur Noiseux a été un des religieux qui a mis le plus d'efforts au développement économique de Trois-Rivières à cette époque-là. Son histoire, à lui, à travers le pensionnat de Pierre, vient rappeler comment, au début des années 1800, le clergé a été important dans le développement, non seulement éducatif, au niveau de la santé, mais également au niveau économique. Le pensionnat de Pierre a été inauguré le 17 juin 1836 et Louise-Hélène Albert, qui est une Ursuline, en faisait la description suivante dans un document qui relate l'histoire du pensionnat de Pierre. Elle dit « C'est un grand jour que ce 17 juin 1936 où l'on inaugure un beau corps de logis destiné spécifiquement aux élèves. Cette construction de Pierre Deschamps mesure 80 pieds de longueur sur 50 pieds de largeur. Composée de 3 étages sans compter les mansardes, elle s'élève au nord-est du monastère. » Quand on prend le temps de regarder l'histoire de chacun de ces édifices-là, à travers ce que les Ursulines font comme narration quotidienne, on apprend une foule de choses sur l'époque, sur l'éducation, sur comment la communauté des Ursulines, avec le clergé, a travaillé au développement de Trois-Rivières et à l'éducation des filles jusqu'à tout récemment, parce que maintenant le collège est rendu mixte. Donc, à travers l'histoire de nos édifices, on relate, on trouve l'histoire économique de Trois-Rivières, l'histoire de l'éducation, l'histoire de la santé, et on est capable de rattacher à travers ça de grands pans de l'histoire du Québec finalement. Deuxième édifice, le pensionnat Tourelle, 1882. Cet édifice-là, vous voyez qu'il y a un style beaucoup plus achevé, beaucoup de fioritures. On appelle évidemment le pensionnat Tourelle pour les tourelles qu'il comporte de chaque côté de l'entrée principale. L'histoire de ce pensionnat-là est un peu particulier. À l'époque, l'évêque de Trois-Rivières s'est un peu opposé à cette construction-là. Il aura fallu l'instance des Ursulines pendant 2 ans pour être capable finalement d'accéder à la construction. Et l'histoire veut que l'évêque a accepté qu'on construise le pensionnat à Tourelle à condition que lui puisse nommer l'architecte. Et évidemment, l'architecte était un jeune architecte. On pourra, dans le mémoire que nous présenterons, on élaborera davantage, mais même si l'architecture était extraordinaire, le jeune architecte a dû être aidé d'un architecte un peu plus âgé parce que les fondations qui avaient été prévues n'étaient pas suffisantes pour être capables de supporter l'édifice. Alors, il y a eu d'autres interventions qui ont été faites par la suite pour être capable de consolider l'édifice.
On dit ici, et c'est Monseigneur Laflèche. Monseigneur Laflèche, à Trois-Rivières, à cette époque-là, a été un artisan important au niveau de l'éducation. D'ailleurs, une autre œuvre ursuline, le collège Laflèche à Trois-Rivières, porte son nom, donc en honneur de quelqu'un qui a travaillé très fort. On dit ici, et je cite les Ursulines, l'édifice prend forme, il est magnifique, même un peu trop, si on compare à la sévérité de ceux qu'il vient compléter. Un architecte étranger obtient la permission de visiter la maison presque terminée. Il croit prudent d'avertir la supérieure qu'en dépit de ses qualités, la nouvelle construction manque de solidité parce que les fondations ne répondent pas au poids qu'elles supportent. Alors, encore une fois, à travers l'histoire de ce bâtiment-là, on voit aussi l'histoire du patrimoine à Trois-Rivières. Un autre édifice qui est la propriété du Collège Marie de l'Incarnation est l'École normale, construite en 1908. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les écoles normales, on en avait une à Montréal et une à Québec. Et les écoles normales avaient comme objectif de former les éducatrices. Et à cette époque-là, on croyait que d'avoir à Montréal et à Québec une école normale était suffisante. Les Ursulines et le clergé ont dû se battre pour qu'on puisse construire cette école-là. Alors, l'école les plans sont confiés à l'architecte Charles Lafont. Charles Lafont est un architecte à cette époque-là qui a construit non seulement des églises, l'église Saint-Philippe à Trois-Rivières, mais qui a construit de nombreux édifices. Un édifice de la Banque Royale qui est situé au coin de Notre-Dame et des Forges. Un autre édifice de la Banque nationale. Il a construit des églises à Saint-Léon-le-Grand, qui est une église qui a fait récemment l'objet, vous le savez sûrement, M. Boucher, de travaux importants. Donc, c'est un architecte qui a, à l'intérieur de 20 ans, construit un nombre incommensurable d'édifices, tant à Trois-Rivières qu'à travers tout le Québec. Et quand on regarde l'histoire de cet architecte-là, on voit l'évolution aussi du style architectural. On a conservé la brique rouge, on a conservé certaines fioritures, mais on est devenu beaucoup plus modeste au niveau des fioritures extérieures. C'est le 8 septembre 1908 que l'École normale accueille ses premières normaliennes, quelques semaines seulement après le grand incendie de Trois-Rivières de juin 1908. Et cet incendie-là nous prive aujourd'hui d'une quantité impressionnante et incalculable d'édifices. Mais on a un témoignage ici de ce qui se construisait en 1908 à Trois-Rivières au moment où il y a eu cet incendie-là. Et finalement, en 1962, l'aile du secondaire donne sur la rue Hart. C'est un édifice qui accueillait en 1962 les résidentes, qu'on appelait les pensionnaires à l'époque. La grande révolution, c'est qu'on accueillait les pensionnaires dans des chambrettes. Donc, les dortoirs étaient modifiés pour les filles du secondaire et chacune avait sa propre chambrette. Donc, c'est un effort supplémentaire de la part des Ursulines pour voir au confort des élèves de l'époque. La nouvelle construction comprend une palestre qui est nouveau. Il n'y avait pas de palestre jusqu'à présent dans l'école. Comprend des laboratoires de sciences, une salle de récréation, bref, tout ce qui était en 1962 à la dernière mode. J'ajoute qu'actuellement, en collaboration avec le monastère des Ursulines, le Collège Marie de l'Incarnation a confié à l'Université Laval une étude de caractérisation des bâtiments qui comprend et l'école et le pensionnat de Pierre et le pensionnat à Tourelle. Donc, d'ici peu, on aura beaucoup plus d'éléments au niveau de l'architecture, au niveau de l'évolution de ces bâtiments-là dans l'histoire. Notre troisième partie, le site patrimonial de Trois-Rivières, 1964. Vous vous souvenez que j'ai présenté tantôt un diagramme qui présentait l'ensemble des propriétés du Collège Marie de l'Incarnation et des Ursulines. On voit la limite qui passe derrière, et on en a parlé tantôt, qui passe derrière le bâtiment blanc. Et on voit que, on voit que le pensionnat de Pierre, le pensionnat Tourelle, l'école normale et l'aile du secondaire sont exclus carrément du patrimoine, du site patrimonial du 8 mai 64. Dans le mémoire qu'on va présenter, on va élaborer davantage à partir du document qui est présenté par le Conseil au niveau des orientations, et on va donner notre argumentaire qui fait en sorte qu'on va demander
au conseil de recommander du moins l'étude de l'agrandissement du site patrimonial de Trois-Rivières pour inclure le site, les édifices du Collège Marie-l'Incarnation. Je vais passer par-dessus la valeur patrimoniale et archéologique. C'est un document qu'on trouve sur le répertoire du patrimoine culturel du Québec, qui s'est basé sur une étude qui avait été faite par la municipalité de Trois-Rivières en 2008, laquelle, cependant, ne prend pas en compte le pensionnat de Pierre. Dans ce document-là, on va faire une narration des valeurs patrimoniales du pensionnat à Tourelle, de l'école normale et de l'aile du secondaire, mais on a occulté complètement la réalité du pensionnat de Pierre, ce qu'on va souligner dans notre mémoire qu'on va présenter. La valeur patrimoniale et archéologique, j'ajoute archéologique, évidemment, il y a des élèves du Collège La Flèche, des étudiants du Collège La Flèche, la supervision de leur archéologue qui a fait des sites derrière la maison des Ursulines, derrière le cimetière. Mais ce qu'on voit ici, c'est un plan qui date après 1908, parce que l'école normale et l'externat y figurent, mais on voit que, pardon, je me trompe souvent de bouton, on voit que la cour de l'école normale, la cour des grandes et la cour des petites, actuellement, ne sont pas l'objet de construction. Ce sont actuellement des cours de récréation et le potentiel archéologique est toujours là, est toujours existant. Et comme il y a eu un seul propriétaire à partir de 1697, en fait, il faut nuancer parce qu'il y avait une rue qui séparait à côté pour être capable de construire le pensionnat à Tourelle. Il y a eu un échange entre la ville et les Ursulines parce qu'il y avait une rue qui remontait comme ça jusqu'à la rue Haidt. Il y a eu un échange pour créer la rue Sainte-Cécile et on a pris en charge ce qui était la rue pour être capable de construire le pensionnat à Tourelle. Il y a donc eu une occupation civile jusqu'aux alentours de 1880 sur une partie du territoire, mais ce territoire-là n'est toujours pas construit. Il est donc protégé toujours au niveau archéologique. Et s'il y avait une valeur archéologique, ce qu'on croit, et là, on pourra s'adresser à ce moment-là à ceux qui sont compétents pour en décider, il y a encore possibilité d'y avoir accès. Donc, on croit que c'est important aussi d'en protéger la construction, d'en protéger l'accessibilité. Ceux qui me connaissent sachent que je suis un peu impétueux. Vous me pardonnerez les demandes ou le phrasage des demandes. En fait, ce que le Collège Marie de l'Incarnation souhaite, c'est que Culture et Communication au Québec, on va modérer, disons, reçoivent une demande visant l'agrandissement du site patrimonial de Trois-Rivières pour y inclure le site du Collège Marie de l'Incarnation. Ce qu'on suggère, c'est non pas d'inclure que des bâtiments, mais d'inclure le site pour sa valeur historique, pour sa valeur patrimoniale, pour sa valeur archéologique. Et on souhaite aussi que Culture et Communication Québec accueille favorablement la demande à venir du Collège Marie de l'Incarnation de classer l'ensemble des immeubles et le territoire sur lesquels ils sont construits site patrimonial. Évidemment que si on pouvait convaincre le Conseil et convaincre le ministère, ne serait-ce que d'étudier la possibilité nous, on serait très contents. Mais le Collège Marie de l'Incarnation, qui est une corporation à but non lucratif, a aussi le devoir de mémoire envers les Ursulines de qui on a notre mandat d'éducation. Et il est évident aussi que des édifices comme le pensionnat de Pierre et le pensionnat à Tourelle nécessitent des interventions importantes au niveau de l'entretien extérieur et le propre budget du collège ne lui permettrait pas nécessairement de pouvoir conserver l'ensemble des fioritures et des aspects patrimoniaux à l'extérieur des édifices. Alors, dans cet esprit-là, on souhaite pouvoir amorcer un dialogue avec le ministère ou avec le Conseil du patrimoine pour être en mesure de s'assurer de rendre pérennes ces édifices-là à travers le temps. Merci beaucoup. Est-ce que vous pressentez une menace sur les bâtiments actuellement? La menace du temps étant probablement la menace la plus importante. C'est-à-dire que on fait des interventions assez régulières, mais ces interventions-là, au niveau de l'entretien, ne seront pas suffisantes à court terme pour être capable de maintenir dans un état
satisfaisant à l'extérieur de nos édifices. Par ailleurs, les agréments de financement qu'on obtient du ministère de l'Éducation, compte tenu que nous sommes une maison d'enseignement privé, nous n'obtenons pas de financement pour l'entretien de nos édifices. Donc, l'entretien de nos édifices doit être fait à partir de nos budgets propres. Et actuellement, il s'avère insuffisant pour assurer à moyen terme la qualité extérieure, soit des revêtements ou des fioritures là, qui sont les caractéristiques propres de nos bâtiments. Et j'ai compris que vous êtes présentement en cours de réalisation d'une étude de caractérisation de ces bâtiments-là qui va, j'imagine, démontrer la valeur patrimoniale de ces bâtiments ou leur valeur historique, leur valeur archéologique, même si on parle des terrains, etc. C'est le but de l'étude. C'est l'objectif. On espère bien qu'on sera en mesure d'apporter une contribution scientifique au niveau des caractéristiques et au niveau de la valeur. Alors, c'est pour ça que ça a été confié à des gens. Question triviale, est-ce que vous allez avoir l'étude d'ici le 1er mars? Non. Non. Non, mais plus sérieusement, est-ce que vous avez une idée à peu près du moment où vous aurez ça? J'ai entendu M. Vachon parler de 2015. Comme on est en partenariat avec le monastère des Ursulines et avec M. Vachon qui en est le chargé de projet, c'est M. Vachon actuellement qui a négocié avec l'Université Laval. Et ce que j'ai compris, c'est 2015, cette étude-là devrait être disponible. Question. Oui, M. Lemay, tout à l'heure, dans votre préambule, vous avez évoqué une autre menace potentielle. Vous avez fait allusion au projet Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Je voudrais juste vous entendre là-dessus. Vous êtes le deuxième à évoquer ce possible impact. De quelle nature, ou juste bien comprendre quelles seront les conséquences, si je puis dire, sur le site patrimonial? Entre l'endroit où se situe Trois-Rivières sur le Saint-Laurent, à l'embouchure du fleuve et de la rivière, et entre le site patrimonial, il y a quelques rues avec des résidences. Notre préoccupation est de dire, au moment où on aura atteint un certain niveau de construction, un certain niveau d'occupation de ce territoire-là, il est évident que les terrains qui entourent Trois-Rivières sur le Saint-Laurent vont prendre une certaine valeur. Et comment la spéculation va faire en sorte que les édifices qui sont construits, les résidences qui sont construites sur ces terrains-là ne deviendront pas l'objet de spéculation vendus. On aura d'autres constructions et c'est la bande qui sépare le site patrimonial du site de Trois-Rivières sur le Saint-Laurent n'est pas très grande, c'est quelques rues seulement. Et demain matin, si le collège, pour quelque raison que ce soit, devait cesser ses activités, on n'a pas non plus d'assurance que notre site ne pourrait pas être revendu, ce ne serait pas le premier, pour à une entreprise privée pour faire d'autres types d'usages. Et peut-être à ce moment-là, les édifices pourraient être menacés. Alors, on est préoccupé. On n'a pas je vous dis pas, je suis pas en train de vous dire que demain matin, on veut mettre un terme à notre projet éducatif, pas du tout, au contraire. Mais si on veut être de bons gestionnaires, il faut envisager l'avenir, il faut s'assurer, un peu comme les Ursulines le font actuellement en regardant l'avenir, il faut aussi s'assurer que nos édifices seront conservés. Est-ce que ça me semble ressembler un peu à ce que Mme Isabelle proposait tout à l'heure, comme on a parlé d'une zone tampon tout à l'heure. Est-ce que c'est à ça que vous pensez? Il faut assurément protéger les édifices qui sont actuellement la propriété du Collège Marie de l'Incarnation d'une éventuelle spéculation si on devait mettre un terme à nos opérations. Peut-être pour aller un peu dans le même sens, vous allez éventuellement déposer une étude concernant l'agrandissement du site patrimonial pour englober les édifices que vous nous avez présentés, mais est-ce que vous voyez d'autres parties dans ce qu'on peut appeler la zone tampon qui, selon vous, devrait faire partie du site patrimonial? Je vous avoue que j'ai concentré tous mes efforts sur les édifices qui étaient les nôtres. Oui. J'aurais été curieuse d'avoir votre point de vue s'il y en avait eu un.
Merci. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est précieux comme intervention et puis on a hâte de lire votre mémoire et puis si vous pouvez avoir votre étude de caractérisation pour le 1er mars, ce serait apprécié. J'aurais tendance à vous dire qu'il ne faut pas croire au miracle. Ah. Pas dans ce cas-ci. Merci. Nous serions prêts à ce stade-ci à écouter d'autres opinions. Alors, ne vous gênez pas à vous présenter à la table et vous identifier pour pouvoir émettre vos opinions concernant le plan de conservation ou toute autre question concernant justement le site patrimonial. Vous êtes les bienvenus. Bonjour. André Carl, architecte. Bonjour, M. Boucher. Je travaille sur 3 églises actuellement avec M. Boucher dans la région. C'est un drôle de hasard. On se parle au téléphone régulièrement sur ces dossiers-là et c'est la première fois qu'on se rencontre. Je suis résident du Vieux-Trois-Rivières et architecte. Dans les présentations et les informations dont j'ai pris connaissance aujourd'hui, je dirais que c'est la première fois que je prends connaissance des limites du Vieux-Trois-Rivières, d'une façon très formelle. Et je suis un peu surpris. Parce que comme résident qui apprécie le caractère architectural, j'ai toujours pensé que l'ensemble des Ursulines et du Collège Marie de l'Incarnation, du moins les bâtiments dont M. Lemay vient de nous parler, faisaient partie de notre patrimoine du Vieux-Trois-Rivières. Donc, je suis tout à fait enchanté et ravi de voir qu'il y a des préoccupations sur l'extension du périmètre du Vieux-Trois-Rivières. Et on entend parler aussi de la problématique de la spéculation. Quand on va dans le Vieux-Trois-Rivières et qu'on parcourt la rue des Ursulines, c'est en se rendant jusqu'à l'extrémité de la rue des Ursulines qu'on apprécie vraiment l'ensemble du territoire et la qualité architecturale des bâtiments qui s'y trouvent. Au-delà de la rue Sainte-Cécile qui ferme actuellement le site. Donc, après ça, on a la rue Saint-Paul, la rue Hertel, et rendu à la rue Hertel, on est rendu au fameux site Trois-Rivières-Saint-Laurent. Donc, la crainte de la spéculation qui a été soulevée actuellement me fait craindre un potentiel de détérioration du périmètre naturel, architectural, dans lequel s'exprime l'histoire de l'arrondissement historique. Une histoire qui se prolonge dans le temps et qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Je pense que Trois-Rivières-Saint-Laurent va nous amener une perspective contemporaine du développement de la ville de Trois-Rivières. Mais cette perspective contemporaine-là s'inscrit dans une continuité qui part de l'arrondissement historique et du quartier résidentiel ouvrier qui entoure l'arrondissement historique et qui est aussi témoin de l'histoire des familles qui ont travaillé dans les usines qui étaient établies sur le site de Trois-Rivières-Saint-Laurent. Fait que s'il fallait, on se souvient tous de l'impact qu'a eu le Capitanal sur le vieux Trois-Rivières. Je sais pas si là, tout le monde est un peu les plus vieux de la ville. C'est que quand on a construit le Capitanal, qui est un édifice gouvernemental de facture contemporaine, on s'est rendu après coup compte de tout l'impact négatif, ou du moins du lourd impact qu'avait ce bâtiment-là sur la perception du vieux Trois-Rivières. Puis quand on parle de la crainte de spéculation ou de mauvais usage des terrains qui pourraient faire l'objet de la spéculation, le Capitanal reste un exemple qu'il faudra toujours se souvenir. On devrait toujours faire la protection de nos territoires en se rappelant des mauvais coups, des mauvais sentiments qu'on a eus sur certaines implantations. Donc, c'est particulièrement du côté, effectivement, de Trois-Rivières-Saint-Laurent et au-delà un peu de la propriété du CMI des Ursulines, qu'on sent qu'il y a un potentiel de dégradation de l'environnement, qu'on pourrait assimiler soit une zone tampon qui devrait idéalement protéger ce secteur, ou carrément faire une extension de la zone de l'arrondissement historique pour faire état de l'évolution de cette ville qui nous amène à aujourd'hui. Donc, peut-être ne plus conserver, figer dans le temps l'aspect historique de notre arrondissement, mais qu'il aille refléter au-delà des dates historiques traditionnelles auxquelles on l'évalue, qu'on le ramène un peu plus dans
dans le contemporain du développement de la ville de Trois-Rivières, qui est marqué par la présence des quartiers ouvriers et des vieilles maisons quand même bourgeoises de la rue des Ursulines, qui, moi, comme citoyen, comme visiteur, comme personne qui vit dans le coin, j'ai toujours pensé là, que ça allait jusqu'au bout de la rue des Ursulines. Il y a quelques maisons communes sur la rue des Ursulines auxquelles on n'accorde pas beaucoup d'intérêt pour le patrimoine, mais elles s'insèrent quand même dans un ensemble qui reflète la vie de Trois-Rivières. Ça fait que ça, c'est mon commentaire, vu la connaissance de la limite du vieux Trois-Rivières, c'était mon principal commentaire. J'ai un autre commentaire, il s'est fait dernièrement quelque chose dans l'aménagement à périphérie de la zone. Non, dans la zone, excusez, c'est dans la zone, qui pour moi est resté douteux. Comme architecte, j'ai toujours été attaché à l'importance des matériaux nobles, la pierre, le bois et ces choses-là. Dans le développement des produits en architecture, on voit apparaître des nouveaux produits, le déclin de vinyle, d'aluminium ou de Canexel, tous connus comme des matériaux contemporains. Comme architecte puriste, j'aurais toujours aimé que ces matériaux-là trouvent leur juste forme. Mais souvent, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait l'imitation d'un matériau noble. Donc, le fameux déclin de bois qui est très traditionnel dans la construction du Québec est devenu un déclin de vinyle, un déclin d'aluminium, un déclin de Canexel, sans que ces nouveaux produits-là trouvent leur juste forme. Donc, je fais cette espèce d'introduction-là pour vous demander où est rendue la flamme, qui maintenant est un objet de plastique. Donc, le jour qu'on n'aura plus de bois, est-ce qu'on va remplacer le bois par du plastique dans nos arrondissements historiques? Ceci est une espèce de boutade, mais c'est pour vous mettre quand même en perspective que si on n'a plus de feu, que nous reste-t-il? Des flammes de plastique? Je crois qu'il y a une expression qui dit que c'est très kitsch de faire des choses comme ça. Et je suis sévère, je trouve insultant de voir qu'on installe une flamme à plastique dans un arrondissement historique. Il aurait fallu trouver une façon beaucoup plus imaginative d'illustrer qu'on manque de carburant pour entretenir une flamme. On aurait pu mettre tout simplement une lumière verticale qui éclaire le ciel et ça aurait déjà été beaucoup plus respectueux de la nature du feu. Donc, c'est très imagé, là. Ça fait que ferons-nous quand nous n'aurons plus de feu? C'était mes commentaires sur ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et on a beaucoup de travail à faire, M. Boucher, dans les prochains jours. Merci. Monsieur Lefebvre. Merci. Juste, moi, j'ai pas une question à vous poser, peut-être juste un commentaire, parce que à plusieurs occasions, on a évoqué ou mentionné la possibilité de créer ou d'établir une zone tampon. Mais vous avez dit dans votre propos, soit on crée une zone tampon, ou soit on parle d'une extension des limites du site. C'est un peu technique, je ne voudrais pas répondre à la place de nos collègues du ministère, mais une zone tampon, actuellement, ce n'est pas prévu dans la loi sur le patrimoine culturel. Par contre, l'extension d'une limite pourrait éventuellement être envisagée dans le cadre de la loi actuelle. Alors, création d'une zone tampon, il n'y a rien d'impossible dans la vie, sauf que peut-être que le chemin à parcourir est peut-être plus difficile. Oui. Je ne voyais pas que la notion de zone tampon est quelque chose qui existe, c'est juste parce que l'expression est arrivée pendant la rencontre. Je pense qu'il y a une évaluation du périmètre du quartier historique qui est à prendre en ligne de compte. Bon, j'ai bien compris que c'était le sens que tout le monde voulait accorder lorsqu'on parlait de zone tampon. Je pense que c'était dans ce sens-là qu'on le disait. Ce genre de réalité-là pourrait très bien être inscrit politiquement dans le plan d'urbanisme de la ville de Trois-Rivières. Et je sais qu'il y a certaines personnes de la ville qui sont dans la salle. Excusez-moi, si vous voulez aller au micro, c'est simplement pour que les gens qui participent à la discussion via le web puissent vous entendre. Okay. Je comprends que la notion de zone tampon n'est pas inscrite dans les mécanismes là, de gestion des arrondissements historiques. Donc, la perception est de savoir si on ne peut pas réévaluer le périmètre de la zone historique, considérant les problématiques de développement périphérique et les problématiques de spéculation.
Ceci dit, ce n'est pas un mécanisme inscrit dans le Conseil du patrimoine culturel. La Ville, à travers ses plans d'urbanisme, peut très bien devenir le porteur de cette réalité-là et avoir une conscience supérieure. Mais ici, on parle de politique rendu là. Et c'est très difficile de parler de politique dans les environnements municipaux parce qu'on se fait souvent accuser d'être des empêcheurs de tourner en rond ou ce que vous voudrez. Okay? Je vous dis ça comme ça, là. J'ai été candidat politique dans la ville de Trois-Rivières. Je suis monsieur 45%. Ceci dit, probablement, je ne sais pas quelle sorte d'arrimage il peut y avoir. La notion de zone tampon nous amène finalement à toutes sortes de réalités. La réalité, c'est que dans un milieu donné, il y a des réalités d'aménagement et des réalités de développement d'aménagement qui amènent des tensions ou des réalités qu'on sait. On ne peut pas inscrire le futur. On doit vivre. Et on vit dans quoi? Le futur n'est pas inscrit d'avance. C'est les gestes qu'on va poser qui vont inscrire ce futur-là. Donc, actuellement, quels sont les mécanismes que les citoyens, les institutions ont à la portée de la main pour s'assurer que les perceptions qu'on a évaluées aujourd'hui nous amènent à un suivi, à des réalités qui vont peut-être au-delà de la limite très légale du Conseil du patrimoine culturel qui s'applique à un territoire donné et qui a une extension dans la réalité de la gestion municipale, du plan d'urbanisme, des relations ou des évidences que les élus ou les fonctionnaires municipaux doivent prendre en ligne de compte dans le développement du territoire pour donner à ce moment-là peut-être un pouvoir de consultation rattaché aux citoyens et aussi aux organismes que vous représentez. Donc, tout ça, c'est de la coordination, de la fusion d'intérêts et de bonne volonté. C'est beau? Pendant que vous êtes là. Je ne m'étais pas inscrit, moi, là. Hein? Non, mais je saisis l'occasion. Vous avez dit que vous êtes architecte, vous avez mentionné, vous avez parlé des matériaux pour nous amener vers la flamme, non pas olympique, mais en plastique. Mais je reviens un petit peu juste derrière la flamme, là, sur la question des matériaux. Est-ce que vous avez un point de vue à exprimer quant au plan de conservation qui est proposé en ce qui a trait aux orientations sur le cadre bâti, puis les matériaux? En fait, quand on parlait de plan, le plan, je ne l'ai pas vu, là. Moi, j'ai compris que vous étiez en processus d'établir le plan. Donc, le processus est un processus où vous faites un peu, excusez l'expression, le refresh de ce que vous contrôlez déjà bien. Puis je pense que le processus semble adéquat. Et là, vous êtes en consultation pour comprendre ce que les citoyens ont à dire et ça va nous amener au nouveau plan ou à la lecture d'un nouveau plan. Je ne semble pas avoir rien vu de nouveau, mais je n'avais pas d'inquiétude sur la façon que c'est géré tout ça. Parce que j'ai eu quelques expériences avec les gens du patrimoine religieux et certaines expériences avec le patrimoine culturel pour des aménagements dans le Vieux-Trois-Rivières et j'ai jamais eu d'inquiétude sur les relations qu'on avait à ce moment-là par rapport aux définitions ou à tout ce qu'on a pu voir passer là, aujourd'hui, là, qui est très cohérent avec ce que j'avais comme routine de travail avec les gens du patrimoine ou de la culture, tant au niveau de l'aspect des bâtiments, des choix de matériaux, de la souplesse aussi que dont le ministère pouvait faire preuve pour arriver à des résultats qui ne sont pas des boulets financiers incontournables pour les propriétaires des bâtiments, qu'ils soient privés ou institutionnels. Donc, j'ai toujours bien aimé la souplesse, mais c'est une souplesse qui restait toujours bien ciblée sur l'objectif de préserver le patrimoine et de faire des gestes cohérents, des gestes qui sont justes. Peut-être vous me fournissez l'occasion de préciser ou de rappeler tout au moins qu'il y a déjà un projet de plan de conservation qui est rédigé, qui est en ligne, qui a été présenté tout à l'heure d'ailleurs dans ces grandes lignes par M. Lisotte et Mme Dubé. Ce plan de conservation ou ce projet de plan de conservation est disponible sur le site web du Conseil et peut-être sur le site web du ministère aussi, oui, non? Enfin, en tout cas, il est certainement disponible sur le site du Conseil. En fait, quand je dis que j'ai pas de plan, je veux pas...
Mais Et je le vous invite à en travail, prendre c'est connaissance. juste la façon que c'était présenté, on voyait les grands principes, Ouais. les grandes lignes d'application, les grandes lignes de comment tout ça est C'est ça. enveloppé. Et moi, je saisissais qu'on était en train de l'écrire, le plan, Ouais. avec les consultations. Ben, c'est-à-dire qu'on fait, que vous avez pas tort en disant ça, parce qu'il y a un projet, il y a un document qui est déjà disponible, mais ce projet-là va être bonifié et amélioré par notamment les interventions que vous faites ce soir, celles que vous pourrez nous faire par écrit, et éventuellement aussi par l'avis que le Conseil devra fournir au ministre. Je comprends sur son la plan. même chose. Donc, C'est ce que j'ai compris. c'est un processus itératif. Là, je pense qu'il y en a pour quelques semaines ou quelques mois avant qu'on en arrive à un document final. Là. Je peux me retirer. Vous me permettez, M. Card, j'aurais une autre question pour vous pendant que vous êtes là, mais c'est que vous avez fait allusion tout à l'heure à votre étonnement, ou enfin à la lecture que vous aviez des limites actuelles du site par rapport à votre perception à vous. Et c'est une des questions qu'on avait aussi d'entendre ou de connaître la perception que les gens avaient du vieux Trois-Rivières. Parce que nous, on parle ici d'un site patrimonial et on a très bien vu les limites très précises de ce site-là et des conditions particulières qu'on doit respecter. Maintenant, pour vous, le vieux Trois-Rivières, est-ce que ça correspond au site patrimonial que nous, on a présenté tout à l'heure? Ben, en fait, on constate que le site patrimonial arrête à la rue des Sainte-Cécile. Mm-hmm. Bon. Puis quand on est sur la rue des Ursulines, qu'on passe devant le monastère des Ursulines, on est devant le parc. Après ça, il y a encore des maisons extraordinaires. La rue des Ursulines est une expérience qui devrait être complète jusqu'à son extrémité. Puis là, moi, j'ai toujours vécu ça comme étant un ensemble qui s'exprimait sur l'entière longueur de la rue des Ursulines. Et là, ce qu'on voit sur le plan, c'est que ça s'arrête à la rue Sainte-Cécile. Il faut aller le marcher pour sentir que là, il y a une ligne théorique, il y a une rupture totale sur l'expérience architecturale, urbaine, végétale, tout ce qu'on peut avoir donné de caractéristiques qui créent l'intérêt d'un site patrimonial. Alors, il y a carrément une rupture. Tantôt, quand j'ai vu ça, j'ai sorti Google, j'ai vérifié tout ce que j'avais à vérifier pour la perception, puis j'ai dit, ça marche pas. Honnêtement, on ne peut pas sentir qu'il y a une rupture là, c'est impossible. Okay. Si on veut apprécier vraiment l'expérience d'être dans un milieu architectural, urbain, végétal, paysager, toutes les belles caractéristiques dont on nous a fait part tantôt, pour moi, ça a été comme une découverte, une surprise. C'était pas, non, le vieux Trois-Rivières, pour moi, c'est toute la rue des Ursulines. Quelques petites maisons un peu communes à l'extrémité, mais ça fait partie de l'histoire des quartiers ouvriers, puis c'est aussi bien que ça soit lié à l'ensemble de la lecture. Mm-hmm. Et je dirais que cette extension-là, jusqu'à la rue Hertel, vient probablement créer l'espèce de zone qui fait toute la différence par rapport aux inquiétudes qui ont été soulevées par les grandes institutions représentées par les Ursulines et le CMI. M. Lemay était président des Jeux du Québec et j'étais l'organisateur des cérémonies d'ouverture et de fermeture dans une autre vie. D'autres opinions, d'autres interventions? Ne vous gênez pas. Merci infiniment. Nous sommes là pour vous écouter. Donc, il nous reste, il n'y a pas d'autres questions ici, non? Oh. J'aurais peut-être aimé entendre un petit peu M. Gilbert tantôt, là, qui est venu au micro au début. J'aimerais savoir ce qu'il pense de la partie du plan de conservation qui touche l'archéologie. Vous êtes peut-être le seul archéologue qu'il y a ici, là, ce soir, dans la salle. Oui, oui. En fait, j'ai débattu à l'idée de venir en avant ou de rassembler mes pensées parce que je ne m'étais pas inscrit et d'envoyer un courriel comme mémoire ou quelque chose comme ça. Je peux peut-être rapidement, et comme je vous dis, je n'ai pas préparé rien d'avance, c'est à brûle-pourpoint. J'ai vu ce qu'on pourrait voir un peu comme une contradiction dans les orientations générales et les orientations
place mes idées en parlant. Particulière pour l'archéologie. C'est-à-dire, on dit dans les orientations générales qu'on veut privilégier une approche préventive des sites dont le potentiel, notamment, a été démontré. Et quand on regarde les approches particulières, on recommande pour les sites qui sont connus, donc les sites qui sont inscrits à l'intérieur de l'ISAC, de l'Inventaire des sites archéologiques du Québec, une surveillance archéologique. Ça pourrait faire du sens si la définition de site connu était qu'on connaissait les sites. Par contre, dans le vieux Trois-Rivières, plusieurs sites sont à peine touchés par une intervention. Par exemple, le site des Récollets, si je me souviens bien, il y a eu peut-être une surveillance et un sondage qui a été fait sur le site, je le dis de mémoire. CCFD 15, près de la place, je pense que c'est CCFD 15, près de la place Pierre-Boucher, avant les interventions qui ont eu lieu à la place du Flambeau, était à peu près pas connu autrement que par une surveillance, encore une fois. Et si on avait seulement fait une surveillance avant le début des travaux, on aurait perdu beaucoup de traces archéologiques à cet endroit-là. C'est vrai pour tous les sites, je pense, du vieux Trois-Rivières. Là où c'est connu, plusieurs sites sont connus uniquement par quelques sondages, voire une surveillance archéologique qui a été faite par Hydro-Québec lors de l'enfouissement des fils, et sont pour ainsi dire inconnus. Ils ont reçu un code Borden pour un peu emmagasiner une collection archéologique, mais les sites, ce qu'on trouve sur les sites, c'est indéterminé. Et si on continue seulement qu'à faire de la surveillance, on n'aura jamais une documentation exacte de ces sites-là. Alors il faudrait, d'après moi, que l'approche qui soit privilégiée pour les sites à code Borden, comme pour les zones à potentiel qui n'ont pas été identifiées comme sites archéologiques inscrits à l'ISAC, serait de faire des sondages avant le début des travaux, à l'intérieur de l'heure des travaux d'excavation prévus, pour qu'on puisse vraiment faire une documentation et de permettre de proposer des mesures d'atténuation des impacts de ces travaux-là. Et comme il y a une demande d'autorisation des travaux qui doit être faite pour des excavations à l'intérieur de l'arrondissement historique, il y aurait un temps qui pourrait être donné, dans ce délai-là, finalement, il y aurait un temps que l'entrepreneur pourrait prendre pour faire cette évaluation-là archéologique, ou s'il voit qu'il ne veut pas faire l'évaluation archéologique, de changer ses plans de travaux tout simplement pour les faire passer ailleurs. Là, par exemple, il y aurait déjà eu des excavations et où il y aurait plus d'impact sur l'archéologie. Faut dire, la surveillance, pour l'expliquer peut-être, parce que comme vous avez dit, je pense que je suis le seul archéologue ici, la surveillance implique un peu, on pourrait dire, d'assister un mourant ou si on compare ça à une évaluation d'impact environnemental. J'avais dit à un client il n'y a pas très longtemps que c'est comme regarder un bulldozer rentrer dans une forêt puis ensuite aller contrôler les grenouilles qui ont été écrasées. Alors que nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer de trouver les grenouilles sont où puis retrouver un nouvel environnement pour les déplacer. Donc la surveillance, c'est seulement qu'un constat de destruction. Les enregistrements qu'on peut faire à ce moment-là sont mineurs, sont très, très incomplets, alors que l'inventaire archéologique demande une excavation contrôlée, puis l'archéologue peut justement contrôler les données qu'il va accumuler. Donc, je pense que pour l'orientation particulière, finalement, ce que je voulais dire, c'était que ça devrait être plutôt, même pour les sites qui sont connus, être un inventaire archéologique par sondage plutôt qu'une simple surveillance. Bien, merci. Peut-être juste un petit mot pour vous préciser que le Conseil du patrimoine est assisté dans ses travaux par une archéologue. Oui, c'est vrai, il y a Mme Conseil, Mme Piedalu. J'espère qu'elle va me pardonner. Oui, moi aussi. Merci. Monsieur Gilbert, je vous rappelle simplement que si vous désirez déposer un mémoire, vos commentaires, et ça vaut pour toute personne dans la salle ici, vous avez au moins jusqu'au 31 janvier pour le faire, soit via le site Internet du Conseil du patrimoine culturel ou par la poste. On est souple là-dessus. Bien, il me reste bien sûr à vous remercier beaucoup de votre agréable présence ce soir, agréable et productive. On a appris beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses, ça va alimenter beaucoup de discussions dans les semaines qui viennent. Mais c'est pas terminé, la consultation. Aujourd'hui, c'est le point d'orgue, cette consultation-là. On continue de recevoir vos mémoires. Comme on disait d'entrée de jeu, ça peut être une simple lettre ou un courriel, mais enfin, si vous avez des opinions à exprimer, c'est le temps de le faire. Je vous remercie donc de votre patience, de votre écoute, de votre participation. Je remercie également nos collègues du ministère, Mme Dubé, M. Lisotte, qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Puis, merci à mes collègues du Conseil et merci. Bonne soirée, puis à la prochaine. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Vous pouvez revoir d'ailleurs notre séance de ce soir sur le site Internet
en différé, de même que les transcriptions seront sur le site également dans quelques jours. Merci, bonsoir. Chaise.